Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue au Forum del Moudjahid. Nous recevons ce matin M. Ali Mbroukine, professeur en droit pénal des affaires, enseignant à la Chambre algérienne de commerce, à l'École supérieure des affaires et à l'Institut supérieur de gestion, auteur de plusieurs contributions sur les questions économiques et politiques. Nous allons débattre avec lui autour des chantiers et défis qui attendent, sur les questions économiques qui attendent le prochain président de la République. Et en tant qu'avocat d'affaires, il va nous éclairer un petit peu sur les possibilités de rapatrier l'argent qui a été transféré à l'étranger. Avant cela, je lui cède la parole pour faire une communication. Monsieur Mbroukine, à vous la parole. Merci, Madame Harpé. Tout d'abord, je suis très heureux de me trouver aujourd'hui parmi vous. C'est la première fois que je viens au Forum del Moudjahid et donc c'est un grand honneur pour moi et je remercie Madame El Harbi de m'avoir invité. La problématique que je souhaiterais développer et qui fera l'objet d'un débat, parce que mon intervention tentera simplement de poser les véritables problèmes du pays sur le plan économique, sur le plan social, également sur le plan financier, c'est évidemment de dire quels sont les défis qui attendent le futur président de la République algérienne. Il est important de partir de l'idée que quel que soit le président élu, il aura à faire face à une situation économique, sociale et financière difficile, qu'il aura à prendre des mesures vigoureuses et qu'il aura aussi à engager l'Algérie dans des réformes de structure profondes, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. Je crois que nous avons commis des erreurs pendant des décennies et ces erreurs, on peut les résumer en un mot en disant que nous avons été impuissants à nous déprendre de la tutelle des hydrocarbures. Nous avons été incapables de diversifier notre économie et de créer une plateforme industrielle qui aurait permis aujourd'hui de moins dépendre d'une ressource dont vous savez qu'elle n'est pas pérenne et qu'elle est en voie d'érosion rapide. Le point de départ, l'état des lieux. Le président de la République, quand il est élu, il trouve une situation financière qui est dégradée à travers les comptes publics et les comptes externes. On pourrait revenir sur ça si vous le souhaitez. Un manque à gagner important sur le plan économique depuis le 22 février. La machine économique est en panne, il n'y a pas d'investisseurs étrangers. Comme vous le savez, nombre d'entreprises ont été obligées de fermer et de licencier des dizaines de milliers de salariés. Le troisième point, c'est le déclin de nos ressources fossiles. Et peut-être dans le débat, on aura l'occasion de revenir sur la loi qui vient d'être adoptée par l'Assemblée nationale, la loi sur les hydrocarbures. Et je saisis l'occasion qui m'est donnée ici pour rappeler qu'elle ne remet en aucune manière en cause le principe de la souveraineté permanente de l'Algérie sur ses ressources naturelles. Je vous renvoie aux articles 4, 5 et 6. Mais par contre, effectivement, elle prévoit un régime beaucoup plus attractif pour les compagnies étrangères. Il y a un autre état des lieux, c'est que le président de la République fait face aujourd'hui. La population algérienne est en augmentation rapide. Nous avions pensé que les années 1990-2000 marquaient la fin de la transition démographique, mais pour des raisons que vous connaissez, notamment la résorption du déficit en logement, la démographie est repartie, ce qui signifie qu'il y a des défis importants. Pour autant, je ne voudrais pas que l'on verse dans le catastrophisme, comme se sont risqués
un certain nombre d'experts disant que l'Algérie allait connaître une inflation à 3 ou à 4 chiffres, que nous allons être soumis à un ajustement structurel qui sera beaucoup plus contraignant que celui que nous avons connu dans les années 94-98. Donc il y a une marge de manœuvre de la part du futur président de la République. Mais les solutions sont urgentes. C'est-à-dire que nous avons perdu beaucoup de temps au cours de ces 20 dernières années, que ce soit dans le domaine, par exemple, des énergies renouvelables, où nous continuons toujours à marquer le pas, que ce soit dans la modernisation de l'agriculture, ou que ce soit dans le domaine des services, que nous avons quasiment abandonné aux investisseurs étrangers. Et puis, il y a un autre point qui est très important, et tous les candidats se sont engagés sur ce point. Il faut poursuivre la lutte contre la corruption, contre le crime organisé, qui a véritablement été un fléau au cours de ces 20 dernières années. Donc, le président de la République doit définir sa stratégie à partir de l'état des lieux. Et je tiens à dire ici que tous les experts algériens ont procédé à un état des lieux. Nous avons un diagnostic, nous ne partons pas de rien. En même temps, comme la population algérienne risque d'atteindre 50 millions d'habitants à l'horizon 2025-2027, il faut d'ores et déjà construire l'avenir des générations futures. Et vous voyez, aujourd'hui, nous sommes un mardi, c'est un jour où des étudiants manifestent. Ils manifestent pour quelles raisons ? Pour exprimer leur angoisse, pour exprimer leur malaise, leur crainte d'un avenir qu'ils savent médiocre, et aussi parce qu'ils se considèrent comme des laissés pour compte. C'est aussi pour ces jeunes qu'il faut travailler. Il y a 350 000 jeunes qui se présentent chaque année sur le marché du travail, et parmi ces 350 000, il y a plus de 60% qui sont des diplômés de l'enseignement supérieur, des Bac plus 4, Bac plus 5, qui ont du mal à trouver un emploi. Et je dirais plus, lorsqu'ils trouvent un emploi, le salaire qui leur est proposé ne leur permet pas d'avoir un projet de vie. J'en ai discuté, j'ai discuté de ce thème avec beaucoup d'entre eux. Par ailleurs, le futur président de la République, c'est un point très important, j'insiste beaucoup, doit impérativement expliquer aux Algériens, c'est ça aussi, il faut dire des choses, que la fiscalité pétrolière ne pourra plus, dans les années qui viennent, abonder les recettes de l'État. Je pense qu'à partir de 2025, il n'y a que la fiscalité ordinaire qui peut prendre le relais de la fiscalité pétrolière. Je disais ce matin dans le Moudjahid, il y a quelques 12 000 milliards de dinars qui représentent le manque à gagner fiscal, qui représentent l'évasion fiscale. Toutes les mesures doivent être prises pour améliorer le rendement de la fiscalité ordinaire. Et je tiens ici à dire que l'Algérie est un des pays où le rendement de la fiscalité ordinaire est le plus faible. Donc il y a toute une réforme fiscale à revoir. Il est anormal que les titulaires de revenus fixes fassent l'objet de prélèvements obligatoires à la source quand les personnes qui exercent des professions libérales ou des commerçants parviennent, par des déclarations frauduleuses, à échapper à l'impôt. Il y a un autre point aussi qui attend le président de la République, c'est très important, c'est le creusement des inégalités régionales. Il y a quelques wilayas qui ont profité du développement au cours de ces 20 dernières années, mais il y en a beaucoup d'autres qui ont été mises de côté. Et aujourd'hui, nous avons ce problème où des villes comme Alger, Oran, Constantine, Annaba, et même des villes moyennes subissent l'exode de populations de l'intérieur du pays qui
voient qu'ils n'arrivent pas à accéder aux soins, qu'ils n'arrivent pas à accéder au logement, qu'ils n'arrivent pas à accéder à l'emploi et qui n'arrivent pas à accéder aux services publics, ce qui crée une pression de plus en plus lourde sur les grandes villes. Alger sera une mégapole de quelques 7,5 millions d'habitants dans quelques années, ce qui veut dire que 1,3 Algériens sur 6 vit à Alger. Cette situation, elle est intenable du point de vue du fonctionnement des services publics, du point de vue de la gestion de la capitale, et donc des mesures doivent être prises impérativement. Alors, il y a quand même des choses qui inquiètent. Ce qui inquiète, c'est la situation financière. Comme vous le savez, nous avons des réserves de change qui avoisinent les 70 milliards de dollars. Mais qu'est-ce que ces 70 milliards de dollars ? C'est rien, compte tenu du volume des importations. Nous avons un solde budgétaire négatif. Nous avons une dette publique interne très importante qui a atteint 47,5% du PIB. Et cette dette publique interne, elle est aggravée par le financement non conventionnel qui a été décidé en 2017 et qui creuse cette dette publique, et je pense que dans 2 ans, elle atteindra 50% du produit intérieur brut. Autre défi qui se pose au futur président de la République, c'est qu'il devra instruire le ministre des Finances, le gouverneur de la Banque d'Algérie, pour récupérer l'épargne qui est hors du circuit bancaire. Cette épargne, nous n'arrivons pas à l'évaluer exactement. Est-ce qu'elle serait comprise entre 2 000 milliards de dinars et 5 000 milliards de dinars, mais encore une fois, nous n'avons pas les éléments qui nous permettent de l'évaluer, mais il est indispensable que cette épargne soit bancarisée. Enfin, je voulais dire que depuis 2014, les réformes auraient dû être prises. Depuis 2014, c'est l'année où les prix du pétrole chutent, et on nous explique que la tendance baissière sera durable. Eh bien non, en 2014, une sorte de fuite en avant a été pratiquée, qui a atteint son point d'orgue en 2017 avec le financement non conventionnel, considéré comme substitut à l'endettement extérieur. Alors, j'essaye pour essayer un peu d'orienter le débat, ce que doit faire le président de la République. 1, la maîtrise des dépenses publiques. C'est la première chose qu'il doit prendre. Il faut qu'il prenne des mesures. Et quand je parle de mesures de maîtrise des dépenses publiques, je pense qu'il faudra revoir beaucoup des exonérations fiscales qui ont été accordées. Il faudra revoir le train de vie de l'État. Il faudra que le train de vie de l'État s'adapte. Il faudra également, ça c'est un problème algérien qui est posé depuis longtemps, diminuer le nombre de comptes spéciaux du Trésor qui sont inscrits à chaque fois dans la loi de finances annuelle. Et je reviens, il faudra améliorer impérativement le rendement de la fiscalité ordinaire, parce que les Algériens ne supportent plus les inégalités. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à un stade où les Algériens ne supportent plus ce fossé entre catégories sociales que ne peut corriger qu'un meilleur rendement de la fiscalité ordinaire. Maintenant, il y a la question qui est posée, à laquelle je n'ai pas vraiment de réponse assurée, c'est la question des subventions. Est-ce que nous devons nous engager dans la remise en cause des subventions, et est-ce que nous pouvons cibler les catégories sociales qui seraient éligibles aux subventions et les catégories sociales qui, en raison de leur pouvoir d'achat, ne sont pas éligibles ou ne devraient pas être éligibles aux subventions. Là, je suis prêt à répondre à vos questions parce que les recommandations de la Banque mondiale ne sont pas satisfaisantes, parce que si l'on s'engage dans le ciblage des catégories sociales les plus défavorisées pour continuer à leur faire bénéficier des subventions, les catégories moyennes
et notamment les couches inférieures et les couches intermédiaires des classes moyennes, risquent de se paupériser. Cela s'est passé en Iran, cela se passe aujourd'hui en Égypte. Attention, le pouvoir algérien, il s'est toujours appuyé sur les catégories moyennes. Toute mesure visant à dégrader le pouvoir d'achat de ces catégories moyennes est contre-productif d'un point de vue politique et d'un point de vue social. L'autre point concerne la croissance terna, la croissance économique. Elle est médiocre. Elle est médiocre. Elle a été impulsée par l'agriculture et par la construction et les grands travaux jusqu'en 2014, mais elle est tirée par le bas. Elle est tirée vers le bas par les faibles performances de l'industrie manufacturière. Elle est belle comme en 2015. En 2015, notre croissance, ce que représentait la part de l'industrie dans le PIB, en 2015, elle était de 5,3%. En 2018, elle est descendue à 4,8%, ce qui signifie que le pays se désindustrialise, alors que nous avons besoin de créer une plateforme industrielle qui permette de créer des emplois, qui permette de satisfaire ne serait-ce qu'une partie des besoins domestiques, et aussi, mais ça c'est un autre problème, on pourra en parler au cours du débat, est-ce que nous pouvons exporter nos produits et comment le faire. Maintenant, ce qui est important, c'est que la politique économique du futur président de la République devra être une politique de l'offre et non pas une politique de la demande. Parce qu'on a vu pendant 20 ans, nous avons pratiqué une politique de la demande. C'est-à-dire que nous avions des ressources et nous étions là pour satisfaire les besoins de la population, mais cela s'est fait par un développement extrêmement important des importations, qui n'ont finalement l'effet multiplicateur ne s'est pas fait au profit de l'Algérie, c'est fait au profit de l'étranger. Maintenant, il faut que le futur gouvernement, parce que le président de la République devra donner des orientations au gouvernement, mette l'accent sur une politique de l'offre. La politique de l'offre, elle passe par un certain nombre d'éléments importants. Le renforcement de l'agriculture, on pourra en parler si vous le souhaitez. Là aussi, des progrès ont été faits, mais ils sont insuffisants. La poursuite de l'industrialisation de l'Algérie. Mais attention, est-ce que l'Algérie peut se permettre d'avoir une grande industrie compte tenu des limites de son marché intérieur? Est-ce que le fait de s'engager dans l'industrie ne va pas obliger l'Algérie à consommer de l'énergie alors que jusqu'à présent cette énergie était conçue pour l'exportation? Il y a le secteur des services qu'on a abandonné aux étrangers, le numérique, les transports maritimes et aériens, les assurances, la distribution et la commercialisation des marchandises importées, les services d'assistance technique aux entreprises, tout ce qui est infrastructure, nous les avons abandonnés aux étrangers. Donc c'est dans le secteur des services que l'Algérie doit faire le plus d'efforts dans ce domaine. Et là, je me permettrai simplement de vous dire qu'il y a un certain nombre de pays d'Afrique qui n'ont pas les moyens de l'Algérie, ni les moyens matériels, ni les ressources humaines, comme le Sénégal, comme le Kenya, comme la Côte d'Ivoire, comme le Rwanda, et qui ont fait des progrès extraordinaires dans le domaine, par exemple, de l'économie numérique, qui peut être pourvoyeuse d'emplois, de valeur ajoutée et de développement pour le pays. Et enfin, il y a le secteur des énergies renouvelables. Et là, je pense, la première décision que devra prendre le président de la République, c'est certainement d'abroger la loi de 2011. Pourquoi? Parce que cette loi de 2011, qui devait développer les énergies renouvelables, a fait complètement l'impasse sur un certain nombre de questions, comme la définition des acteurs du développement de la transition environnementale, les financements, et le calendrier.
alors que c'est aujourd'hui, depuis l'arrivée du nouveau ministre de la Justice, c'est un travail quotidien. Mais savoir rédiger les demandes d'entraide judiciaire, accélérer les demandes, c'est très, très compliqué. Par ailleurs, il faut gérer et préserver les avoirs qui ont été gelés avant leur confiscation officielle. Vous gelez un avoir, ça veut dire que vous êtes sûr que c'est le produit du crime organisé. Il faut que le tribunal compétent prenne une décision de gel des avoirs. Après, il y a une décision de confiscation officielle qui demande des preuves, et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Maintenant, est-ce qu'il y a lieu de se contenter, quand l'Algérie a signé les 2 conventions des Nations Unies, on peut être tranquille. Tout à l'heure, avec Madame Al-Harbi, on parlait du cas de l'Égypte. Mais Madame Al-Harbi, vous savez par exemple qu'en 2008, la France, elle a restitué à l'Irak le yacht de Saddam Hussein après que le tribunal de commerce de Nice avait décidé de le saisir à la demande de l'État irakien. Mais en dehors de ça, la France n'a procédé à la restitution d'aucun autre bien. À chaque fois, le parquet, elle est belle comme dans un pays comme la France, même si on parle d'indépendance de la justice, le parquet est soumis au ministre de la Justice. Et donc, il reçoit des réquisitions du ministre de la Justice. À chaque fois, et on le voit, si vous allez sur Internet, vous voyez par exemple les interviews de Maître William Bourdon qui défend les pays qui demandent la restitution des biens mal acquis. Je pense au Gabon, au Congo et à la Guinée équatoriale. Et dans ces 3 cas, l'Inde, rien n'a encore été décidé, alors que Transparency International France est partie civile. Ça aussi, c'est très important. Il faut que l'Algérie travaille avec les associations. Transparency International, c'est très important parce que quand elle se constitue partie civile, on a beaucoup plus de chances d'arriver. Ceci dit, en France, il y a une loi qui a été prise le 10 juillet 2010. Elle permet quand même de faciliter la saisie et la confiscation. Elle a des outils qui sont adaptés. Et puis, elle prévoit une coopération étroite entre les magistrats et les enquêteurs du pays requis et les magistrats et les enquêteurs du pays requérant. Parce que le problème qui est posé, c'est que est-ce que l'Algérie a la volonté politique de récupérer ses avoirs? Oui, l'Algérie a la volonté politique. C'est la première fois depuis l'indépendance que officiellement l'Algérie entend récupérer des avoirs qui ont été illicitement transférés. Et puis, il y a la Suisse aujourd'hui, depuis la fameuse loi Duvalier, c'est la loi du 1er février 2011, et bien la Suisse, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle a déjà restitué quelques milliards de dollars à des pays, et donc si nous avons la preuve qu'un certain nombre d'oligarques et de responsables politiques aujourd'hui en détention, parce que les gens dont l'Algérie réclame, c'est-à-dire lorsque l'Algérie réclame la restitution des biens, ce sont des biens qui ont été détournés par des personnes qui sont aujourd'hui en détention. Donc on ne peut pas incriminer l'État algérien. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a quelques semaines, dans certains nombres de pays, on a posé la question: est-ce que la Banque d'Algérie n'a pas laissé ces transferts se faire? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de complicité de la Banque d'Algérie avec ceux qui ont transféré illicitement cet argent? Donc, là, nous devons apporter des preuves. La Banque d'Algérie, elle n'a pas facilité. Elle n'a pas facilité parce que parfois on passe par le circuit bancaire, donc le circuit bancaire il est contrôlé par la Banque d'Algérie, donc il faudrait que nous apportions la preuve que la Banque d'Algérie est totalement hors de cause dans cette affaire-là. S'agissant de cette question, moi je suis relativement optimiste
à condition qu'on mette le paquet dès maintenant et que l'Algérie démontre qu'elle a bien la volonté de récupérer cet argent. Et on ne peut pas à la fois dire, en s'engageant d'ailleurs, le ministre de la Justice l'a dit, à ce que l'argent récupéré fasse retour au trésor public. Donc ça, l'Algérie, dans sa démarche, elle doit être soutenue, a des chances, en tout cas, mais ça va prendre du temps. Je pense qu'il faut compter 4-5 ans, pas moins. 4-5 ans, pas moins, pour obtenir une partie des avoirs qui ont été transférés. Bien. Voilà, Madame Al-Arbi, je pense merci, que... Monsieur Mbroukine. Voilà, je vais juste réagir, je vais bondir sur ce que vous venez de dire par rapport aux banques. En attendant de débattre sur les questions économiques, vous dites que les banques ne sont responsables en aucune façon dans ces transferts illégaux à l'étranger. C'est vrai, on sait très bien que les banques n'ont pas les moyens techniques pour détecter d'où vient l'argent et où va l'argent, mais il y a les surfacturations, M. Mbroukine. Il y a les transferts, M. Mbroukine, ils passent par les banques. Comment les banques peuvent fermer les yeux sur ça? أنا مثلا العربي ما هضرتش على لي بنك كوميرسيال أنا هضرت على parce que les banques commerciales elles sont contrôlées par un superviseur qui doit être exigeant et même draconien, c'est la Banque d'Algérie à travers la commission bancaire. Donc, Madame Al-Arbi, je ne suis pas au fait de ce qui se passe réellement, les surfacturations, tout cela est exact. Nous devons administrer la preuve. Puisqu'on est dans un débat concret, on doit administrer la preuve. La Banque d'Algérie, elle a exercé ses diligences, mais que c'est à son insu que des sommes importantes ont été transférées. C'est ce que vous voilà. pensez. Et je pense aussi, Madame Al-Arbi, que des responsables de banque doivent être mis en cause. Et voilà. donc la banque est responsable quelque part. Elle est responsable et la Banque d'Algérie, en tant que superviseur, elle est encore plus responsable parce qu'elle doit toujours envoyer la commission bancaire pour contrôler de quelle manière se sont effectués les transferts qui passent par le circuit bancaire. Le transfert qui emprunte d'autres voies. Hein, voilà. Vous dites aussi, M. Mbroukine, qu'il faut aller très vite et sinon on ne pourra pas récupérer. Et il faut aller très vite. Vous dites aussi que la volonté politique, elle est là. Elle existe. Et qu'il y a des choses qui ont été faites dans ce sens. Par exemple. Par exemple, depuis que M. Belkacem Zermaté a été nommé ministre, il a envoyé des courriers un peu partout dans les pays européens, aux États-Unis, dans certains pays arabes du Golfe, pour avoir des informations sur les détenteurs des avoirs, parce qu'il faut identifier les détenteurs des avoirs. En réalité, je pense que le ministère de la Justice devrait communiquer, parce qu'il fait des choses. On lui reproche de ne rien faire, mais il est important aussi d'agir avec aussi discrétion. Pour ne pas, parce que c'est un problème sensible. Madame Al-Arbi, il est rare qu'une banque elle accepte de restituer des milliards de dollars comme cela. C'est très difficile. Donc il y a aussi le problème de la diplomatie ta'na. Nos ambassadeurs dans les pays où les avoirs ont été déposés doivent également s'impliquer et je pense qu'ils le font. Ils le font actuellement. Est-ce qu'on sait où est notre argent? Alors, il est essentiellement... alors, est-ce que vous parlez... parce que tout à l'heure, je n'ai pas précisé. Je parle de biens mobiliers et immobiliers. Quand il s'agit de biens immobiliers, quand c'est immobilier, l'identification est plus facile. Il y a l'Europe, il y a l'Amérique, il y a l'Amérique latine. Je pense notamment à un paradis fiscal qui est l'Uruguay. L'Uruguay est un paradis fiscal qui ne coopère pas. Et puis les Bahamas, Dubaï, d'autres pays, le Liechtenstein, dans lequel sont détenus les avoirs de nos oligarques et aussi d'anciennes personnalités politiques.
Alors, si on peut le nommer, n'a pas certainement acheté à son nom. Et justement, non, votre question, elle est d'autant plus importante que là, pourquoi ces procédures mettent du temps? C'est parce que les dirigeants de droit et les dirigeants de fait ne sont pas les dirigeants occultes. Donc il faut, mais c'est le travail du juge d'instruction de venir, de mettre en cause le prête-nom avec pour que remonter la filière. C'est monsieur Chefali. Ça va demander énormément de temps pour le faire parce que la procédure pénale. Il y a une chose aussi que je voulais signaler, c'est que tous les pays européens et les magistrats ont demandé à ce que la période de prescription elle soit beaucoup plus longue, parce que quand elle est courte, Madame Larpé, on n'a pas le temps de le faire. Vous avez dit aussi que les travailleurs, enfin la commission installée au niveau du ministère de la Justice, a du mal à connaître toutes les procédures. On n'est pas seul au monde, M. Mbrokin. On a autour de nous des pays qui ont vécu la même situation. Il y a des associations internationales qui travaillent dans ce sens pour aider les pays à... Je suis d'accord avec vous, Madame Larbi. C'est la première fois aussi que les magistrats algériens sont sollicités, n'ont pas l'expérience de cette procédure. Il y a qu'à quand il s'agissait de l'argent du FL à un ou là, on n'a pas vraiment, c'était pas des magistrats qui sont intervenus. On n'a pas l'expérience. À titre personnel, il y a l'association Transparency Algérie que dirige le docteur Djilali Hadjadj, qui peut être un excellent partenaire pour les autorités algériennes. Mais le travail a déjà commencé, Madame Larbi Wachno. Je pense qu'on devrait aussi associer les professeurs de droit, les avocats, etc. Non, c'est pas le cas. Parce que probablement que ça touche un peu à des questions secrètes. Transparency International, c'est ça? Algérie. Est-ce qu'elle a été... Elle est membre de Transparency International. Là, n'a pas été encore. C'est normal qu'ils éprouvent des difficultés, alors s'ils n'ont pas l'expérience et ils ne font pas appel aux gens qui sont expérimentés, c'est normal qu'ils éprouvent des difficultés. Je pense qu'à un moment ou à un autre, ils devraient faire appel, même je dirais qu'on n'a pas, si pour des raisons qui tiennent, qui sont des raisons que nous ne connaissons pas, on peut faire appel à l'expertise internationale. Maître William Bourdon lui-même a déjà proposé, et il est en train de mener une lutte pour récupérer les biens, notamment des mal acquis par des autorités de la Guinée équatoriale. D'accord, bien. Est-ce que mes confrères journalistes ont des questions? Sur ce qu'on précise, si vous permettez, il y a aussi le travail des lanceurs d'alerte. Oui. Qui ont parlé du sujet, évoqué souvent le sujet. Oui. Mais sinon, professeur, vous nous avez fait un exposé vraiment très exhaustif. Merci. Vous avez ratissé large, mais il me semble qu'il y a un point qui contribue justement à casser le dinar, c'est le marché de la devise, marché informel de la devise, et qui va encore peut-être, creuser le trou. T'as le dinar avec cette décision du gouvernement d'autoriser les fameuses, etc. Donc le dinar Tana va être vraiment malmené. Ce qui va encore accentuer peut-être et le déficit et la crise économique dans son ensemble. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire à ce niveau-là? C'est une question très difficile. C'est peut-être pas vos prérogatives. Non, c'est une question difficile. Ce qui est inquiétant pour nous tous et pour notre pouvoir d'achat, ce serait une nouvelle dévaluation du dinar, bien que des professeurs comme par exemple le professeur Amarouche a fait un excellent papier dans le Soir d'Algérie pour expliquer qu'il était anormal que le dinar connaisse une nouvelle dévaluation. Donc là, je vous pose, ça c'est la proposition le professeur Benachnou, c'est de faire comme l'Inde, c'est-à-dire d'imprimer un nouveau dinar, de nouveaux billets. Impression, ça a rapporté 200 milliards de dollars à l'Inde, c'est-à-dire imprimer une nouvelle monnaie. Voilà, ça permettrait... Mais alors à ce moment-là, il faudrait
que tout soit bancarisé, c'est-à-dire que comment les gens vont faire ressortir l'argent, comment le justifier, ça va être très, très compliqué. Ceci dit, si Chérif, en ce qui concerne la lutte, vous savez ce qui se passe maintenant, il y a eu 3 ou 4 millions d'euros qui ont été saisis les aéroports, mais ce n'est pas de cette façon que l'on peut lutter efficacement contre le développement du marché parallèle de la... Comment on peut lutter contre le développement du marché parallèle? Quelle est la meilleure manière? La meilleure manière, c'est de légaliser. Non, c'est d'introduire la convertibilité intégrale du dinar. Ça, si on le fait, ça risque de faire fuir tous les capitaux. Maintenant, il y a un autre point. Pour avoir un dinar lourd, il faut prendre un certain nombre de mesures qui visent à bancariser l'épargne. L'épargne qui est en dehors des banques, qu'on évalue à quelques 50 milliards de dollars, qui viennent de les banques, ça va permettre au dinar de reprendre sa valeur, d'avoir une valeur qui soit plus... Je poursuis avec votre autorisation 2 ou 3 petites choses, Malé. Je donne la parole d'abord à un confrère, après on revient pour l'autre. On revient vers vous pour être un peu plus... Oui, faites-les, madame. Bonjour. À propos de la récupération des fonds transférés illégalement à l'étranger, il y a des experts qui ont dit que cela ne peut se faire que par l'État. Que par l'État, ça veut dire un président de la République et des institutions pérennes. C'est des experts qui le disent. Hein. Oui. Donc, quand vous dites que les ambassades doivent bouger, qui doit les faire bouger, les ambassades? Les experts disent que c'est le ministère des Affaires étrangères qui, lui, doit donner instruction aux diplomaties, aux représentations étrangères. Oui, j'ai travaillé avec beaucoup d'experts sur la question. C'est pour ça que je pose la question à M. Mabroukine. Donc, je continue pour que la question, vous me répondez sans je vous en prie. Donc, moi, je me pose la question, comment les représentations algériennes à l'étranger, qui veut dire les ambassades, peuvent-elles bouger alors qu'elles ne peuvent pas être actionnées maintenant tant qu'il n'y a pas encore de président de la République, je ne dis pas de chef d'État intérimaire, tant qu'il n'y a pas de président de la République et des institutions pérennes. Et là, c'est des experts qui me l'ont dit, c'est des avocats d'affaires, des interviews. Je suis tout à fait ravi. Madame Samhini, j'ai pas dit autre chose. C'est l'État requérant, là, à travers les institutions TAO, le ministère de la Justice, le ministère des Finances, la Banque d'Algérie et le ministère des Affaires étrangères, madame. Nous avons des représentations à l'étranger. Donc, ils sont actionnés par le ministère des Affaires étrangères. Et puis, il y a tout ce qui concerne la coopération judiciaire à travers les magistrats, des magistrats ou des magistrats. Donc, la coopération, elle est par définition étatique. Mais attendez, aujourd'hui, les ONG occupent une place importante dans, notamment aussi chez les femmes, il a parlé de lanceurs d'alerte, Transparency International, dès lors qu'elle se constitue partie civile dans une affaire, ça donne de l'importance et ça amène les tribunaux aussi à traiter le cas avec beaucoup plus de sérieux. C'est-à-dire, c'est presque une garantie, Transparency International. Mais je rejoins tout ce que vous ont dit les experts que vous avez interrogés, est exact. C'est l'État requérant, à travers ces institutions légitimes, qui peut actionner les États étrangers. Bien, merci. D'autres questions? On revient vers les réformes économiques, M. Mabroukine. On parle de ces réformes depuis des années. On n'a pas réussi à les faire. Pourquoi on a peur de prendre des décisions impopulaires, M. Mabroukine? Je pense, madame, que la volonté de ne pas perturber la paix sociale a toujours été un frein aux réformes. Mais je le dis avec gravité, hein.
quel que soit le président de la République qui sera élu, il sera obligé, pour éviter à notre pays de connaître les affres du rééchelonnement. Avec Mme Al-Arbi, on en a parlé tout à l'heure, parce que quand on a connu la période 90-92, en fait, depuis 86 jusqu'à 98, l'Algérie, elle a vécu sous ajustement structurel, et vous avez vu les dégâts que ça a causé. Donc nous devons... Dans cet état... tout à l'heure, avant de commencer, on a échangé, vous et moi, on a dit que le passage par l'anthropologie sociale était important. Le peuple algérien est un peuple qui a été malmené terriblement par la colonisation française pendant 132 ans, et je pense que les stigmates sont toujours présents, mais le futur président de la République doit travailler à l'unité du peuple algérien, c'est-à-dire faire en sorte que les Algériens soient unis. Tout à l'heure, dans mon exposé, j'ai dit, madame, il faut réduire la fracture territoriale. Il y a des wilayas de notre pays qui ne se considèrent pas comme partie prenante au développement du pays. Il y a des gens qui habitent dans les milieux ruraux et qui considèrent qu'ils ne sont pas des citoyens à part entière. Donc, il faut unifier et travailler à l'unité du peuple algérien. Maintenant, vous me dites, il ne faut pas que le citoyen soit passif. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit associé à l'élaboration des décisions politiques. Ça, c'est le grand défi du président de la République. Ça passe déjà par l'abrogation de la loi sur les associations qui pose de vrais problèmes. Donc, il faut peut-être revenir au système déclaratif qu'avait instauré l'ancien chef du gouvernement, Mouloud Hamrouch, et qui est maintenant, avec le système de l'agrément, c'est devenu difficile. Maintenant, le modèle consumériste que vous dénoncez à juste titre, madame, ça c'est maintenant, nous mimons le modèle consumériste étranger. Aujourd'hui, il y a une impatience chez nos jeunes. Ils veulent gagner de l'argent rapidement, arriver rapidement, sans toujours faire les efforts nécessaires. Et ça, évidemment, la responsabilité des parents, des éducateurs, de l'école, elle est très très grande. Et l'État ne peut pas se substituer toujours à la société. Vous avez parlé, alors là c'est un point très important, et avec ça, madame, vous avez déploré la disparition d'une entité en charge de la planification. Ça, il est impératif, effectivement, ça fait partie des propositions qui devraient être faites, que l'on réhabilite l'outil de la planification. Ça, madame, à condition que l'autorité chargée de planifier est une véritable autorité politique, c'est-à-dire plus qu'un secrétariat d'État. Pour moi, ça doit être au niveau du premier ministre, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que nous ayons... Ça, pardon, madame, planification, c'est bien, mais qu'est-ce qui nous manque, nous, en Algérie? La culture qui nous manque, c'est la culture de l'évaluation. On évalue. Et quand, par exemple, il n'y a pas eu d'évaluation du plan complémentaire de soutien à la croissance 2005-2009, il n'y a pas eu d'évaluation du plan quadriennal 2010-2014, il n'y a pas eu ni une évaluation. Est-ce qu'on fait une autoroute Est-Ouest? L'autoroute Est-Ouest, ou quand elle est terminée, donc il y a ce qu'on appelle l'évaluation ex ante et l'évaluation ex post. Donc, l'organe de planification dont vous appelez de vos voeux la réhabilitation, il doit être aussi l'organe d'évaluation des politiques publiques, parce que c'est le point faible de notre pays. Merci, M. Mbroukine. Il n'y a plus de questions? Oui, allez-y. Vous n'avez pas répondu à la question du 6e candidat. En fait, non, c'est pas celle-là que je voulais poser. Il y a un candidat, justement, je cherchais la transition. Il y a un candidat parmi les 5 qui a proposé la création, s'il était élu, d'une banque destinée aux jeunes. Je voudrais bien avoir votre avis là-dessus. Une banque réservée uniquement aux jeunes. Est-ce que, bon, c'est une proposition comme ça, farfelue? Dans la proposition farfelue, j'en ai une autre. Et je reviens justement à l'argent qui est détourné. Il y a un candidat qui a dit que lui, si d'aventure il était élu,
il proposerait l'amnistie Oui. à ceux qui ont détourné. C'est un moyen justement de gagner du temps. Moi, je souscris à cette formule, d'autant plus qu'il y a une expérience qui a été déjà faite en Égypte, justement, où Suzanne Moubarak. Pardon, j'ai écrit sur le sujet, donc je connais un petit peu l'arabe. Donc, alors, Suzanne Moubarak, pour ne pas la citer, a accepté de restituer l'argent qu'elle détenait sur leur compte, à condition qu'elle ne soit pas inquiétée. Et c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Alors, je réponds à la première question. Une banque qui serait dédiée uniquement aux jeunes, mais la jeunesse, c'est-à-dire ce que j'ai compris, c'est qu'on voulait développer ce qu'on appelle des start-up. Des startups comme un peu aux États-Unis, en Corée du Sud, etc. Et généralement, les startups, c'est les jeunes qui les... Weshno, c'est vrai que souvent, les startups dynamiques trouvent porte close lorsqu'elles s'adressent aux banques, parce qu'elles ont généralement des fonds propres insuffisants. Moi, je serais plutôt favorable à la création d'une banque dédiée aux startups. Mais les startups, généralement, c'est les jeunes qui les animent. La question est à l'amnistie. Alors, est-ce que si vous parlez d'une amnistie totale ou une amnistie Ça, c'est à débattre. partielle? Une amnistie déjà. C'est un débat. Mais est-ce qu'on peut aller vers une amnistie? L'amnistie, on peut le faire, c'est-à-dire, mais alors à ce moment-là, ça veut dire que on va repartir de zéro, mais repartir du bon pied. Ça veut dire que à condition qu'ils ramènent l'argent qu'ils ont pris. On ne va pas les amnistier juste pour les amnistier. C'est pour récupérer l'argent. Ah, ça, on ne va pas les amnistier comme ça. Là, parce que monsieur Chile, c'est allé. Parce que على بالك يقولوا amnistie partielle, amnistie totale. Amnistie partielle. Amnistie partielle, ça veut dire que mais amnistie totale, ça veut dire wesh déto. Non, mais à partir de maintenant, vous payez vos impôts. Non, pas seulement payer les impôts, c'est ramener l'argent. Non. Voilà. Et à la belle, à l'amiable, ça veut dire que au lieu de vous condamner à des peines de prison, on dit. C'est ce qu'on appelle l'amnistie fiscale. Oui, bon, mais non, parce que dans certains pays, l'Italie notamment, d'aller une amnistie fiscale, ça n'a pas marché. Mais on peut décider d'une amnistie fiscale. Est-ce que ça marcherait, M. Mbroké? Ah, je sais pas. Il y a eu plusieurs pays. Il y a des pays où ça n'a pas. Est-ce que notre législation judiciaire le permet déjà? Non, l'amnistie, disons, madame, c'est une décision qui est prise par le Parlement. En économie, on parle d'économie. Hein? Là, mais sur le plan du droit, c'est-à-dire d'abord, est-ce que. On parle d'une amnistie économique, oui. Bien sûr que le Parlement et le président de la République peuvent décider de mesures d'amnistie. On a décidé de bancariser l'argent. On a dit qu'on n'allait pas chercher d'où venait l'argent. Non. Absolument. Donc si on a fait une ouverture là, on peut la faire encore une fois. Ça n'a pas tellement marché. Ça n'a pas marché. Hein. Non, mais ça n'a pas donné de résultats très, très probants. Oui, madame. Allez-y. Le candidat qui a parlé d'amnistier contre restitution de l'argent. Absolument, oui. Il a parlé de référendum. Oui, parce que je ne crois pas qu'il y ait la législation terna, je ne sais pas s'il existe non, je veux dire, cette option. Il n'y a pas de. C'est pas la législation, c'est-à-dire la possibilité d'amnistier, elle est donnée au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif. On peut décider. Maintenant, on peut aussi demander Demander au peuple s'il peut Madame, ça suppose la révision de la Constitution pour étendre le champ d'application du référendum. Voilà. Bien. Merci.
Merci, Monsieur Mbroké. C'est moi qui vous C'était remercie. très intéressant. Merci beaucoup, Madame Larbi. Merci à beaucoup. Et à une prochaine fois, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci, Madame. يعطيك الصحة مدام. سي شي واش لاباس مليح لاباس صافا ربي يعيشك ميرسي